Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 et France Bleu pour ce débat d'entre-deux tours des élections législatives. Ce soir, nous nous intéressons à la 4e circonscription du Pas-de-Calais, circonscription, regardez, qui rassemble Berck, Le Touquet, Étaples, Montreuil, Hesdin, une grande circonscription confrontée à des enjeux forts, l'économie touristique, la pêche, la crise migratoire, les inondations aussi. Cet hiver, une circonscription très rurale, avec une population un peu plus âgée que la moyenne nationale, une part de ménages modestes plus importante qu'ailleurs en France et des services publics moins présents dès qu'on s'éloigne des grandes villes, forcément. Avec nous pour débattre, c'est donc un face-à-face, un duel à l'issue du premier tour dimanche dernier entre le sortant Philippe Fay pour Horizon et Benoît Dole pour le Rassemblement national. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et ce débat. Je rappelle que nous veillerons à l'équilibre des temps de parole de chacun et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Vous êtes tous les deux venus avec une photo de votre choix, photo que je vais vous demander d'abord de nous décrire pour les auditeurs de France Bleu, et puis aussi de nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Et donc après tirage au sort, c'est vous, Philippe Fay, qui commencez. Pourquoi cette photo et que représente-t-elle ? Alors tout d'abord vous dire que normalement j'aurais dû être sur le passage de la flamme olympique à Berck aujourd'hui et malheureusement est tombé ce débat, mais je voulais vraiment y participer et merci pour cette invitation. Je vous ai envoyé hier cette photo qui représente les inondations, ce gros coup qu'on a connu pendant tout l'hiver. On vous voit continue. Sur la photo. Voilà, je suis avec la maire de Bourte, Estelle Doutrio. Et par là, ce que je voulais témoigner aussi, c'était aussi l'engagement des élus locaux qui ont été irréprochables aussi sur cet épisode très très difficile, très compliqué. Et puis me voir aussi les pieds dans les bottes dans l'eau, et ceci pendant 4 mois, parce que c'est toute l'action aussi d'un élu. Que ce soit un élu national ou un élu local, je pense qu'il est nécessaire d'être présent et proche de toutes et tous. J'ai toujours mené mon action en ce sens et je veux bien sûr continuer à mener mon action dans ce sens. C'est bien pour ça que vous me voyez ici présent avec Estelle Doutrio, mais j'étais présent sur tous les territoires pendant tout cet hiver et puis bien sûr depuis 2022, date d'élection. Je rappelle, effectivement, vous êtes député sortant et j'en profite pour vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à devenir candidat, cette fois encore ? Cette fois encore, pour continuer l'action. Continuer l'action, ça fait 2 ans que je suis en fonction. J'ai, contrairement à ce que peut raconter mon adversaire, excusez-moi, je prendrai le nom d'adversaire ce soir, mais Monsieur Benoît Dole, j'estime qu'un élu local et un élu de la nation remplissent les mêmes devoirs au service de la population. J'ai œuvré depuis 2 ans en ce sens, toujours présent. Alors, on peut m'appeler aussi peut-être le député des fêtes et des Ducasses. Je le revendique fortement parce que ça part du local pour remonter au national. Les préoccupations, les attentes partent bien du local. Et donc, je veux vraiment continuer en ce sens mon action. Benoît Dole, votre photo, qu'est-ce qu'on y voit et pourquoi vous l'avez choisi ? Écoutez, on y voit d'abord votre serviteur, là, que vous voyez en photo, devant une carte de France. Cette carte de France, alors géographiquement parlant, c'est une vieille carte de France, c'est une des toutes premières cartes de France en photo satellite, et elle m'a accompagné dans toute ma modeste carrière professionnelle au cours de ces presque 40 années. Je ne l'ai jamais changée parce que quand je la vois le matin, quand je rentre dans mon bureau, voilà, je pense à la France, je pense que c'est un combat, celui pour la France, qui mérite d'être mené dans la circonscription où nous sommes engagés tous les deux, comme au niveau national. Voilà. C'est la nature de votre engagement, justement, votre candidature là, aux législatives. Ce n'est pas la première fois que vous étiez candidat également en 2017 ? Non, j'ai déjà été candidat en 2017, ce qui écarte toutes les accusations d'opportunisme qui peuvent m'être faites. 2017, ce n'était pas la meilleure période pour être candidat avec l'étiquette que j'avais à cette époque-là. Front National. C'était le Front National à cette époque-là. C'était aussi Debout la France à cette époque-là, puisque j'avais l'investiture des 2 mouvements. Moi, ma famille politique, c'est le gaullisme. J'ai été gaulliste, j'ai adhéré au RPR en 1981, c'est vous dire, j'avais 15 ans. Voilà, et puis les circonstances font que je suis aujourd'hui candidat dans cette circonscription. Le FN, le RN, c'est le gaullisme ?
Le gaullisme, c'est l'amour de la France, d'abord. C'est le Rassemblement national, c'est l'amour de la France, c'est le combat pour la France. Et oui, en tant que gaulliste, je me retrouve parfaitement dans les orientations que nous prenons, que nous cherchons aujourd'hui. C'est l'amour des Français dans toute sa diversité aussi. Hein. Voilà. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Alors, vous êtes tous les deux qualifiés pour le second tour des législatives. On va revoir les résultats de dimanche dernier. Il y avait 8 candidats, c'est plutôt la fourchette haute pour ces élections. Benoît Dole, vous êtes arrivé en tête avec 42,3% des suffrages exprimés. Philippe Fay, 30,7%. Presque 12 points vous séparent, 7000 voix. Mais les candidats disqualifiés se sont déjà positionnés pour faire barrage au Rassemblement national. Blandine Drin pour le Nouveau Front Populaire, Clémence Lambert pour les Républicains. Est-ce que ça rebat les cartes, Benoît Dole ? Non. Non, ça ne rebat pas les cartes parce que je pense qu'aujourd'hui, les électeurs, que je remercie de m'avoir placé largement en tête dans ce premier tour d'élection, les électeurs en ont marre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent voter. Donc je pense que les consignes électorales... Ils ne suivront pas, il n'y aura pas de report de voix ? Il y aura des reports de voix. Je pense que les électeurs, un certain nombre d'entre eux voteront pour M. Fay, un certain nombre d'entre eux pour moi. Et ils le feront en conscience, parce que je pense que les électeurs aujourd'hui, je l'ai dit, n'attendent pas de consignes électorales pour se déterminer au moment de mettre leur bulletin dans l'urne. Philippe Fay, quel est le sens de ces appels en votre faveur ? Comment vous les accueillez ? C'est déjà le sens en faveur d'un élu qui a œuvré toute sa vie politique pour et au service du territoire. C'est pas rancunier, notamment le NFP. Non, on rappelle quand même qu'Édouard Philippe a appelé au Nini, justement. Oui, je crois qu'on bâtit aussi, on l'a rappelé, les législatives, ce sont 577 élections. Donc chaque territoire est bien particulier et celui-ci en fait pas l'exception. Donc on a bien là l'adhésion aussi au deuxième tour. Au premier tour, on peut comprendre que chacun y va pour compter un peu ses membres et son équipe. Au deuxième tour, il y a aussi la reconnaissance aussi du travail effectué. J'ai également aussi l'adhésion du président du département, Jean-Claude Leroy, ainsi que du président de la région, Xavier Bertrand. Ce n'est pas pour faire barrage au FN dans un premier temps. Je crois que c'est aussi pour dire, attendez, vous avez quand même un candidat qui a travaillé sur ce territoire, qui sait faire aussi preuve de consensus, parce que je suis au conseil départemental et j'étais l'un des premiers à voter le budget du conseil départemental alors que je n'étais pas dans la majorité. Parce qu'il faut absolument trouver aussi cette large majorité au service du territoire. Je vous propose de regarder la carte justement des résultats, des tendances qui sont imposées au soir de l'élection, commune par commune. On voit que le Rassemblement national est devant, est en tête sur la majorité du commune. Comment vous l'interprétez, ça ? On ne va pas se le cacher, on est à 3 semaines, 1 mois des européennes. Il y avait une certaine continuité, mais, et on le voit bien au résultat, il y a aussi la personnification aussi de cette élection des législatives. On n'est plus non plus dans les européennes qui étaient plutôt un référendum contre ou pour le président. On le sait bien. Aujourd'hui, donc, il y a ces électeurs, bien sûr, qui ont déposé ce bulletin. Moi, ce que j'ai voulu rappeler, c'est qu'on n'était plus non plus dans ce référendum. On est bien là aujourd'hui pour défendre un projet de territoire et un projet pour le pays. Vous défendez un projet ou un président ? Alors, je défends un bilan et un projet de rassemblement. Benoît Dole, vous avez fait plus de 42%. Vous vous attendiez à ce résultat ? Très franchement, non. Ça vous a surpris, Ça m'a surpris. C'est un résultat qui m'a surpris. Et c'est 3 fois plus que ce que vous aviez fait en 2017. Exactement. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense qu'il y a un grand ras-le-bol qui s'est progressivement instauré dans ce pays, d'une part, dans cette circonscription en particulier. Et puis il y a aussi, et surtout une prise de conscience des électeurs de la vaste imposture, une imposture qui dure depuis 7 ans, du macronisme, de façon générale. Et mon adversaire, Monsieur Fay, les 2 axes de sa campagne, en tout cas pour le premier tour, mais dans le deuxième tour également, les 2 axes de sa campagne, c'est oublier que je suis ici le candidat de M. Macron,
on ne voit nulle part sur ces affiches quelque référence que ce soit au fait qu'il est bien le candidat de la Macronie dans cette circonscription. Et puis le deuxième axe de sa campagne, mais je pense que là-dessus il a largement échoué, me semble-t-il, c'est de discréditer Benoît Dole et de le faire passer soit comme un inconnu, soit comme un imposteur, comme... Non, monsieur Dole, je pense qu'on a réclamé rapidement, puis après on passe à la suite. Certaines PDD, je termine. Là, vous êtes dans l'agressivité, l'arrogance déjà. Voilà, donc... Philippe, on vous écoute. Non, là, si je peux répondre, parce que je pense que votre question était sur les résultats du FN en général sur la France. Ce qui me désole aujourd'hui, je sors du contexte 4e circonscription du Pas-de-Calais. Quand je vois le nombre de candidats qui ont été battus au premier tour, ou en passe de l'être parce que mal en point, et qui ont travaillé et qui ne sont pas dans la majorité, je me pose des questions. Sébastien Jumel, on a aussi Fabien Roussel. Enfin, si là je prends vraiment des opposés, identifiés au s'il vous plaît, des opposés au projet du FN, ça me pose question parce que c'est des gens qui ont travaillé et qui travaillent pour leur territoire. Donc il y a plutôt, au-delà d'un rejet du président ou de la Macronie, comme vous pouvez le dire, Monsieur Dole, il y a une adhésion à une étiquette pour dire on n'a pas encore essayé, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Mais il ne faut pas céder aux sirènes. Alors, on va écouter... Et puis, pour revenir... Non, s'il vous plaît. Parce qu'on avance, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. On a dit que on n'était pas présent sur les affiches. Les logos, j'ai dupé personne et je n'ai trompé personne. J'ai bien mis les logos. C'est pas ce que je vous dis. Si, vous le dites également. Et puis, c'est corrigé, merci. Je ne vous ai pas dit. C'est précisé, merci. On va passer à autre chose. On va écouter justement les électeurs parce que c'est eux qui votent. Ils ont des attentes. Pourquoi cette situation? Alors justement, on est allé à leur rencontre, on va prendre le temps de se poser, d'écouter ce qui se dit sur le terrain, les résultats du premier tour, les préoccupations des électeurs, propos recueillis à Étaples par Gonzague Vandamme et Chloé Peltrin. Il n'y a plus d'esprit de citoyenneté. Je crois que maintenant, c'est chacun pour soi. Je trouve qu'on devrait partager davantage. Bon, sécurité, pouvoir d'achat surtout. Ah ouais. Oh, les migrants, ils sont là. J'ai plusieurs amis et mon mari qui ne votent pas du tout. Et je ne suis pas d'accord. Il faut savoir voter et s'engager pour qu'il y ait un gouvernement, quel qu'il soit. Ce qui est important, l'avenir de nos petits-enfants. Parce que je pense qu'il ne faut pas voter, enfin, à mon avis, pas voter pour les extrêmes. Donc il faut essayer de garder une ligne droite. Il n'y a rien qui change. Ouais. Ça fait des années qu'on vote, il n'y a rien qui change. Donc je ne vois pas ce qui peut changer. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change alors? La sécurité surtout. Dans cette circonscription, qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau local? Ici, non, je ne vois pas de... On est bien par ici, je trouve qu'il y a ce qu'il faut. Donc après, nous, au niveau sécurité, il n'y a pas de problème par ici. Hein. C'est plus les grandes villes, quoi. En priorité, il faudrait l'économie. Je pense que les ouvriers devraient toucher un peu plus. Après, je pense que l'immigration devrait l'ouvrir. On devrait être ouvert à tous. Et voilà. Franchement, j'ai plus envie de voter. Carrément. Donc, que ce soit la droite, la gauche, maintenant, c'est chacun pour soi bientôt. Et puis, bien qu'il faudra un changement quand même. Parce que... Justement, qu'est-ce que vous voudriez qui change en priorité? En priorité, déjà, parce que pour moi, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je réfléchis encore un peu, quoi. Ouais. Il reste encore quelques jours pour réfléchir, pour prendre une décision. Voilà pour ces réactions d'électeurs. Il faut que ça change, mais on est bien dans la circonscription des électeurs préoccupés par des sujets plus nationaux que locaux. Finalement, ça vous étonne, Benoît Dole? Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai que cette élection est d'abord une élection nationale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Mais avec des préoccupations locales quand même. Avec des préoccupations locales, exactement, mais qui découlent directement des préoccupations nationales. Donc voilà, c'est une élection nationale, c'est aussi une élection locale. Comme toute élection législative, elle revêt ces deux aspects-là.
Voilà, mais je pense que le choix que nous avons à faire aujourd'hui, le choix que les électeurs ont à faire aujourd'hui, c'est d'abord un choix national. Il s'agit de savoir qui, demain, sera le chef du gouvernement. Il s'agit de savoir quelle sera demain la majorité à l'Assemblée nationale. Nous savons. Moi, je suis engagé pour que, je l'espère, Jordan Bardella devienne le Premier ministre. Voilà, monsieur fait un autre choix, je le respecte parfaitement. Je ne mésestime pas du tout son travail de on va en parler après, on va en parler tout à l'heure, on va prendre le temps de parler de ça effectivement sur cette future majorité, mais du point de vue des préoccupations, on voit que des électeurs qui finalement ne savent pas trop où aller, qui se posent des questions. Pourquoi ? Ça se comprend très bien, ce sont des électeurs désorientés par l'impuissance des pouvoirs publics, de façon générale, par l'absence d'autorité de façon générale dans cette société, par l'impuissance des pouvoirs publics à contrôler des phénomènes qui sont pourtant très visibles et qui perturbent les bases même de la société. Voilà, donc on peut très bien comprendre que les électeurs soient effectivement désorientés et qu'ils se posent la question de savoir pourquoi, depuis 40 ans, plus ça change, plus c'est pareil. Ok, alors on va voir comment changer tout ça. Philippe Fay. Non, mais je vais justement réagir parce que j'ai vu des visages que je connais bien et ça me fait plaisir de les revoir ici en plateau. Vous êtes étonné par leur réponse ? Je ne suis pas étonné par la réponse, parce que la réponse, elle est quand même très positive quelque part. Enfin, positive, on voit bien, et ils témoignent par là que dans notre territoire, on est bien. Moi, j'aime bien voir également le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. On a trop, depuis de nombreuses années, enlaidi aussi la vie politique, mais la vie en général, pour être dans une période d'anxiété. Moi, ce que je voulais revenir sur ces propos, quand j'ai entendu justement, il n'y a plus d'esprit citoyen, il faut retrouver la paix, être ouvert à tous. C'est ce qui est demandé. Je ne veux pas non plus faire un repli national. Et là, je me tourne vers mon adversaire. C'est ce que je combats, justement. Et c'est vers ça que je veux aussi aller. C'est mon sens aussi de l'action. C'est de pouvoir faire nation. Et puis, je pense que si l'état d'esprit est comme ça en ce moment, c'est parce qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer aussi ce qui a été fait, alors peut-être dans ce mandat. Alors vous allez pouvoir nous expliquer peut-être justement. On va entrer dans l'une des thématiques de ce débat, mais c'est important. C'est une préoccupation majeure des Français aujourd'hui. C'est le pouvoir d'achat. Oui. Mais il faut expliquer aussi tout ce qui a été fait et qu'on ne sait pas au niveau national. Alors justement, c'est tout de même une réalité dans la circonscription. Il y a des disparités très fortes. Comment est-ce que vous comptez agir, poursuivre peut-être le travail qui a été fait, Philippe Fay ? Je prendrai simplement un exemple. J'ai entendu parler par M. Daul de l'absence des services publics. Alors, c'est vrai, à une époque, il y a certainement eu une évasion des services publics. Depuis maintenant quelques années, on met le service public au cœur des territoires. Y compris en zone rurale ? Il y a des maisons France Service sur tout le territoire national et plus précisément sur la circonscription dans laquelle je suis. C'est une fierté. Le principe, c'est d'être à moins d'un quart d'heure d'une maison France Service. Et c'est ce qui a été fait sur ce territoire. Donc on a remis du service public dans le territoire avec tous les acteurs. Et le pouvoir d'achat ? Et ça, il faut le traduire. Le pouvoir d'achat ? Alors pour le pouvoir d'achat, je crois qu'on a quand même œuvré aussi depuis des années. Mais pourquoi les gens n'entendent pas ça ? Je vais simplement vous répondre à ça. Notamment par le travail. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas. Depuis 2017, c'est 2,5 millions d'emplois recréés. C'est aussi, et il faut le rappeler, la sortie du Covid, où on a réussi quand même à amortir la chute. Je crois qu'il faut aussi saluer. Je vous dis, quand il faut regarder le verre à moitié plein, c'est une nécessité. Et puis la baisse d'impôts. Il n'y a plus de taxes d'habitation, il n'y a plus de redevance télé. Quand je vous dis qu'on ne sait pas expliquer les choses, maintenant, on a oublié qu'on ne payait plus de taxes d'habitation. On a oublié qu'on ne payait plus de redevance télé. C'est du pouvoir d'achat redonné aux Français. Benoît Daul, le pouvoir d'achat, une mesure concrète ? Écoutez, pour nous, Jordan Bardella l'a dit, si nous arrivons aux affaires, si Jordan Bardella est Premier ministre, évidemment, il y a là un sujet majeur, celui du pouvoir d'achat. Donc nous, comme on l'a dit, il y aura une baisse immédiate du taux de TVA sur les produits énergétiques, une renégociation avec Bruxelles
des prix de l'électricité, des modalités de fixation des prix de l'électricité. Voilà, alors ce sont des mesures immédiates que nous prendrons. Il faudra financer aussi, notamment pour la baisse de TVA, vous allez faire comment? Il faudra évidemment financer. 100 milliards de dépenses non financées. Il faudra évidemment financer. 100 milliards de dépenses non financées, Monsieur Fay, je vois sur votre tract électoral, en matière de pouvoir d'achat, Monsieur Dalle, comment on finance? Que vous allez augmenter les boucliers gaz et électricité. Donc nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. Alors comment on finance? Il y a évidemment, lorsque nous arriverons aux affaires, on va commencer par regarder la situation des finances publiques en France. 3 000 milliards. Ça fait tous les ans, la Cour des 3 comptes 000 le fait milliards. tous les ans. Monsieur Fay, laissez-moi parler. Mais la Cour des comptes le fait tous les ans. Monsieur Fay, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc vous allez regarder la situation. Vous savez, vous êtes un gestionnaire, paraît-il. Vous savez bien que la Cour des comptes le fait tous les ans. Monsieur Fay, laissez-moi parler. Lorsque nous arriverons aux affaires, nous aurons à régler une situation de la dette publique de 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire, parce que ça ne parle pas beaucoup aux Français, ça ne parle pas beaucoup aux électeurs, de 44 000 euros de dette publique portée par chaque Français. Et avec des dettes supplémentaires, du coup. Avec des dettes supplémentaires. Et donc, il faudra évidemment, dans cet audit des finances publiques, regarder, combien coûte en France la fraude fiscale et sociale. Combien de cartes vitales de plus qu'il y a d'habitants circulent dans le pays. Il faudra renégocier avec Bruxelles le montant de la contribution française au budget de l'Union européenne. Il y a là 20 milliards. Il y a des aides aussi derrière à trouver. Oui, mais enfin, je vous parle de la contribution générale, de la contribution nette. Aujourd'hui, la France surfinance l'Union européenne. Et nous estimons, nous, au Rassemblement national, alors d'autres peuvent penser que non, nous estimons que le retour n'est pas à la hauteur des contributions. Pour la baisse de la TVA, c'est immédiatement, donc il faut des ressources tout de suite pour la financer. Des ressources tout de suite. Vous allez faire comment? Nous allons remettre en cause un certain nombre de dépenses que nous considérons comme non essentielles. Essentielles, non advenues en tout cas. Nous allons remettre en cause l'aide médicale d'État, l'aide médicale d'État pour les migrants, qui constitue l'aide médicale d'État aujourd'hui, je vous en parle en connaissance de cause, puisque je suis directeur d'hôpital, c'est une vaste pompe aspirante en France. Alors, on ne peut pas dire à un médecin de ne pas soigner quelqu'un. Et nous la remplacerons par une aide d'urgence pour les cas d'urgence. Il ne faut pas confondre aide médicale d'État et aide d'urgence. Aujourd'hui, on sait très bien que la pompe aspirante Non, ça n'a pas été fait. Que la pompe aspirante de l'immigration, c'est l'aide médicale d'État. Pas l'aide d'urgence, l'aide médicale d'État. Donc voilà un certain nombre de milliards que nous pouvons récupérer pour effectivement favoriser l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat, ce sont les salaires également. Ça n'est pas que la baisse des prix de l'énergie, ce sont également les salaires. Donc nous, comme nous l'avons dit, nous œuvrerons rapidement à une augmentation de ce qui intéresse les Français, c'est-à-dire de leur salaire net. Et nous travaillerons avec les entreprises, nous reverrons la fiscalité, notamment... Vous allez obliger les entreprises à augmenter les salaires ? Alors, on va les inciter à augmenter les salaires en facilitant ce travail, notamment en baissant les impôts sur la production. La fameuse l'ex-taxe professionnelle que vous connaissez tous, qui est un impôt sur la production que nous reverrons. Voilà. Donc c'est des ressources en moins. Ce sont des ressources en moins, mais je viens de vous dire comment nous allons les compenser. Alors ça, c'est un travail. C'est l'AME qui finance tout. Non, c'est la contribution à l'Union européenne. Philippe, c'est la contribution européenne. Non, on n'est pas une incohérence près. Oui. On baisse d'un côté, on monte de l'autre. Moi, j'ai pas du tout le sentiment d'avoir le plan de financement. Ça reste totalement flou. C'est un peu à l'image quand même. Je vais faire un peu de politique pour le coup, du LR Ciotti RN, parce que d'un côté, on a un candidat qui voulait la retraite à 65 ans et de l'autre à 60 ans. Il faudra m'expliquer où il se retrouve là-dedans. Et dans les dépenses, on est sur la même idéologie, c'est-à-dire que clairement, vous proposez quoi vous, parce que des emplois, c'est bien, mais derrière le salaire suive aussi. C'est en tout cas ce que demandent les gens. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Alors, concernant la dette, je reviens là-dessus, mais je crois que c'est important. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a passé le Covid.
Et il a fallu financer. C'est pas de l'argent qui a été donné comme ça en l'air. Ça a permis, Monsieur Doll, s'il vous plaît, ça a permis d'amortir la chute. Et j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé la porte. Et je crois qu'ils le saluent. Je passe régulièrement dans les entreprises du territoire parce que je vous dis, c'est mon ADN, la proximité. Eh bien, ça, ils le saluent. Donc, il y a eu ce gros passage. Néanmoins, il reste. Pardon, oui, je parle de la dette, bien sûr. Je parle de la dette parce qu'il faut bien la justifier. Il faut la réduire. Cette année, il faut la réduire. Cette année, pour vous rappeler, il y a eu une suppression de 10 milliards de dépenses. Vous allez me dire, c'est une brindille peut-être dans cet océan de dette. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même inverser la tendance. Plus 10 milliards prévus pour la fin d'année. Parce que c'est dans notre responsabilité, je dis bien responsabilité, de pouvoir aussi réduire aussi la dépense publique pour maîtriser cette dette. Et concernant les salaires, effectivement, donc c'est bien réformer, ce qu'on veut bien, c'est aussi réformer les cotisations sociales pour abonder beaucoup plus le SMIC, enfin la part de salaire compris entre le SMIC et 2 500 € net. Ça, c'est aussi du pouvoir d'achat direct et immédiat. Et puis, la mutuelle aussi, la mutuelle pour les plus défavorisés, pour les étudiants, pour les indépendants, mutuelle à 1 € par jour, pour justement à la fois assurer la couverture sociale et puis lutter contre ce pouvoir d'achat. Une dépense nouvelle. Oui, c'est une dépense nouvelle. Mais il y a plein de négociations, attention, c'est une mutuelle. Ce n'est pas une mutuelle qui est payée, c'est une mutuelle qui est négociée. Moi, je l'ai négocié dans ma commune quand j'étais maire. J'ai fait une mutuelle communale. Ça n'a rien coûté à la commune. Par contre, j'ai apporté un service de plus. Oui, j'ai apporté un service de plus aux habitants. Et là, c'est la même chose. Et là, c'est la même chose. C'est bien aussi pour pouvoir justement assurer la couverture sociale de nos concitoyens. Vous êtes bien sur France 3 et France Bleu pour ce débat dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. On n'oublie pas que dans votre circonscription, comme d'autres d'ailleurs dans le Pas-de-Calais, a été touchée par les inondations. Vous l'avez évoqué avec votre photo, Philippe Fay. Il y a un risque de submersion, de montée des eaux aussi dans les prochaines décennies selon les scientifiques. Quelle solution pour le court terme à l'automne prochain, pour le long terme aussi avec ce littoral finalement potentiellement rayé de la carte, votre proposition, Benoît Doll? Écoutez, moi je pense que dans la situation où nous sommes, il y a effectivement un risque majeur et très sérieux si on ne règle pas ensemble ces questions-là, de voir la situation se dégrader dans le moyen et dans le long terme. Ce sujet vous préoccupe au Rassemblement national ? Ce sujet nous préoccupe au Rassemblement national. Il préoccupe nos électeurs également. On n'en a pas beaucoup entendu parler dans la campagne. Je pense que, heureusement, ces inondations sont en partie derrière nous. Sur l'écologie de façon générale. Je pense que le vrai problème de ce territoire, c'est la submersion marine. On a un gros problème de défense du trait de côte et de lutte contre la mer. Je pense que de ce point de vue-là, l'action de l'État, l'action du député sortant, l'action des services administratifs est considérablement entravée, qu'ils le veuillent ou non, par une espèce d'ambiance d'écologie punitive. Elle est forcément punitive, l'écologie, mais parfois on n'a pas trop le choix. Mais celle-là l'est. Le réchauffement climatique, c'est punitif ? Au moment où la question qui se pose, c'est de savoir si, par exemple, à Berck et dans ses environs, 12 000 habitants sont menacés par la submersion marine. La question, c'est de savoir si on laisse la nature faire ou si on préfère préserver les habitants. Il faut que les services de l'État, conduits par les politiques, veuillent et puissent, je dis bien veuillent et puissent, prendre le problème à bras-le-corps et ne pas concrètement se laisser impressionner vous voulez faire quoi, par des organisations
écologistes qui ne représentent... Et vous voulez faire quoi? Alors concrètement, par exemple, vous voyez, je dirige un établissement hospitalier qui se situe en bord de mer. C'est l'Institut Callot, avec une dune qui approche dangereusement de l'établissement, qui a complètement presque annihilé le parking qui nous sépare de la mer, donc une dune qui avance. Lorsque je demande au service de l'État de voir comment on peut empêcher l'avancée du sable, parce que c'est du sable qu'il s'agit en l'occurrence, c'est « Ah non, vous ne pouvez pas toucher à l'Oya qui pousse sur la dune, vous n'avez pas le droit d'enlever du sable. » Donc il faut bétonner. On fait quoi? On fait un mur? Du sable qui envahit votre propriété. Quand vous le faites, les services de l'État vous tombent dessus. Non, ce qu'il faut faire, c'est prendre une décision de fond. Est-ce qu'on laisse faire la nature ou est-ce qu'on prétend défendre les intérêts des habitants et des habitations? Philippe Fay. C'est bien un monologue. Philippe Fay, justement, qu'est-ce qu'on peut faire face au danger de submersion? À la fois submersion, mais je voudrais quand même revenir sur les inondations. Oui. C'est lié. De toute façon, il y a deux choses. Il y a le court terme et le long terme. On est pris en étau, à la fois parce qu'il tombe. Alors, c'est peut-être une situation vraiment exceptionnelle. Moi, je mets beaucoup de réserves. Ça peut arriver encore. Et d'ailleurs, les habitants me le disent au quotidien. Ils sont anxieux. Je passe encore les voir. Je suis candidat, mais je passe encore les voir. Je suis ces dossiers. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand on voit le nombre, la répétition des phénomènes sur tout le territoire national depuis maintenant 6 mois, je crois que c'est toutes les semaines où vous traitez dans les informations de coulées de boue un peu partout. Donc, il y a vraiment cette nécessité. Le court terme a été engagé. Je veux rappeler quand même que le 6 juillet, il y a eu ces inondations. Le 8 juillet, le ministre Darmanin et le ministre Béchu étaient à Boulogne pour engager déjà les actions. Ils ne se sont pas défilés, ils sont venus régulièrement. Et Gabriel Attal, au jour même de son élection, le premier déplacement, c'est dans le Pas-de-Calais pour les inondations. Et il avait pris l'engagement, je reviendrai tous les mois, et il est revenu tous les mois. Il y a des travaux Il faut saluer. Il y a surtout des travaux à faire. Parce qu'il voulait s'assurer lui-même aussi que ce que le politique dit, c'est bien mis en application aussi par l'administration. Je crois qu'il faut vraiment jouer serré là-dedans. Il faut jouer vraiment en équipe. Et les crédits ont été débloqués, c'est 510 millions, 510 millions qui ont été débloqués rapidement pour faire face, dans un premier temps, à tous les travaux d'urgence. Il y a des travaux maintenant d'aménagement beaucoup plus conséquents parce que le principe sur les inondations, c'est qu'on doit retenir la goutte d'eau là où elle tombe. Ça, c'est un principe. Concernant la submersion marine, c'est vrai que le changement climatique, on ne va pas parler du réchauffement, puisque en ce moment, je crois que j'ai du mal à croire qu'on est en été. C'est le cas pour toi. Mais le changement climatique, c'est vraiment pas un mythe, puisqu'on voit bien la montée des eaux. Il y a les climato-sceptiques, dont je tairai les noms, mais je le vois parce que j'y vais aussi sur le terrain, je regarde le trait de côte, comment il évolue. J'ai fait venir ici sur le territoire la ministre en charge de l'écologie sur ce principe justement parce que c'était d'une urgence extrême. Est venue la création de la commission du trait de côte parce que c'est sur l'ensemble bien sûr du territoire national avec des disparités. Et pourtant le bilan environnemental du gouvernement est ouvertement critiqué justement. Attendez, on n'a jamais mis autant d'argent sur... Oui, mais pas suffisamment, visiblement. Attendez, on n'a jamais mis autant d'argent là. Oui, bien sûr, mais ça ne sera jamais suffisant. Vous savez, on peut le mettre aussi partout et toujours de manière beaucoup plus répandue. On a parlé tout à l'heure de dette. Il faut aussi raison garder et il faut aussi pouvoir dépenser ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas. Et on n'a jamais mis autant d'argent sur la rénovation énergétique. On n'a jamais mis autant d'argent aussi sur la lutte contre les phénomènes climatiques. On n'a jamais mis autant d'argent dans le fonds vert. Vous savez ce qu'est le fonds vert ? C'est le fonds qui est dédié justement au réchauffement climatique, au changement écologique, pour accompagner nos institutions et nos collectivités locales. Allez, on avance. Je crois que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bilan. C'est parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à juger, à jauger, mais c'est reconnu. Si vous pouvez aussi
rapidement, on avance. Interviewer aussi les élus locaux. Je crois qu'ils peuvent aussi vous en faire l'écho. Alors, votre circonscription, comme tout le littoral, est confrontée à la question migratoire, encore plus ces dernières années, avec des migrants qui partent de plus en plus loin pour tenter de rejoindre l'Angleterre et des records de traversée. Cette année, 900 migrants en une seule journée, il y a 15 jours, plus de 10 000 depuis les débuts de l'année. La loi immigration plus répressive devait en partie répondre à cela. Est-ce qu'elle est vraiment efficace, Philippe Fay ? Alors, c'est bien que je vous remercie d'avoir cité aussi la loi immigration, parce qu'on pourrait taxer de laxisme l'action de Gérald Darmanin. Je crois qu'il a montré aussi, il a démontré aussi toute l'action sur le sujet. Et puis, il n'y a jamais eu autant d'argent. Je reviens sur l'argent quand même, sur la LOPMI, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Mais là, ça ne marche pas en tout cas. Attendez, ça vient d'être voté, c'était voté l'an dernier. Il faut que ça aussi, faut que ça se déploie. Quand on recrute 10 000 agents supplémentaires, il faut aussi le temps que ça se déploie. C'est 200, le plan de 200 brigades pour la France. Je vous rappelle quand même que pour la seule circonscription, quatrième circonscription du Pas-de-Calais, oui, mais ça va exactement dedans, parce que dans ces brigades, j'ai réussi, je peux le dire, là, j'aime pas beaucoup le G, mais à obtenir 2 brigades sur notre circonscription, dont une littorale pour la lutte contre la migration. Et 2 commissariats complètement et entièrement rénovés à Berck et au Touquet. Oui, mais c'était promis de longue date et ça avance. Concernant la migration... On ne soit pas dans le monologue, monsieur Fay. Non, mais bon, je vous ai écouté tout à l'heure aussi, monsieur. Voilà. Il y a eu... si je pouvais dire quelque chose également. Vous allez dire. Et je suis allé avec nos gendarmes sur le terrain dans les dunes pour pouvoir partager avec eux leur action du quotidien. Je peux vous dire que c'est déployé largement. Vous avez fait des propositions pour lutter contre... Oui, on a fait des propositions, mais après la longue tirade de M. Fay, j'aimerais aussi dire qu'on a fait des constats. On a fait des propositions, mais on a fait aussi des constats. Et on ne fait pas tout à fait les mêmes constats que M. Fay sur le sujet. Nous, les constats qu'on fait, au niveau national comme au niveau local, c'est que malgré les lois que M. Fay a votées, il n'y a jamais eu autant de passages de frontières dans notre pays, jamais. C'est un phénomène qui, en plus, s'accroît. Il n'y a jamais eu dans ce territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, autant de tentatives de passage vers l'Angleterre, 30 000 en moyenne par an sur la côte d'Opale. C'est quoi votre proposition là-dessus ? Nos propositions, ce sont des propositions de bon sens, ce sont vraiment des propositions de bon sens qui consistent, à stopper les flux migratoires. Et il n'est pas nécessaire pour cela de... Laissez-moi terminer, Monsieur Fay, je longuement parlé. Il n'est pas nécessaire. Vous avez longuement parlé, donc laissez-moi... Le temps défile, il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc j'aimerais dire les choses... Allez-y, on vous écoute. C'est une nécessité de salut public, contrôler et stopper les flux migratoires en stoppant l'aspiration et les signes d'aspiration qui sont donnés. 2, il faut que les immigrés qui sont en situation irrégulière dans notre pays soient ramenés à la frontière. Il n'y a jamais eu de taux aussi faible de reconduite à la frontière des étrangers qui sont en situation irrégulière dans ce pays. Et c'est vrai également dans ce territoire. Justement, la question, ce sont des mesures de comment bon vous allez sens, faire parce que ce sont des mesures de bon sens. Est-ce que c'est constitutionnel, ça ? C'est compliqué pour un gouvernement. Il faut s'il n'y a pas la value. Cher monsieur, ce qui est constitutionnel, un accord avec le pays d'origine. C'est ce qui est, bien entendu, évidemment, et il faut y travailler, je suis d'accord. Voilà. C'est pas simple, je ne dis pas que c'est simple. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais je vous dis qu'il y a des choses à faire, monsieur Fay, et que sur ce dossier, vous n'avez rien fait et votre majorité n'a rien fait. Alors, est-ce que c'est constitutionnel ? Ce qui est constitutionnel dans ce pays, c'est ce que veut le peuple. D'accord ? Donc, si ça n'est pas constitutionnel, il y a un outil qui est très simple, qui s'appelle le référendum. Et c'est le réfendum qui fait la Constitution. C'est le président qui fait le référendum. Effectivement, c'est le président qui fait le pas de président référendum. de la République, donc on n'a pas le pouvoir de le faire en 2024, si nous arrivons aux affaires. Mais voilà, nous nous battrons, en tout cas, pour remettre un tout petit peu de bon sens sur ce sujet, comme sur celui de l'insécurité. Allez, il nous reste quelques minutes, on va aborder la politique nationale, justement. Comment vous voyez, vous, les uns les autres, futurs députés, Philippe Fay,
horizon, dans quelle majorité vous allez siéger au soir du 7 juillet? C'est toute la question. Écoutez, justement, c'est le gros point d'interrogation. Que sera le 7 juillet? On peut faire toutes les suppositions possibles. Moi, je vais simplement prendre ma position, celle que je vous ai dit tout à l'heure concernant le département. Et c'est les Français qui nous l'ont réclamé en 2022. En 2022, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On ne met pas de majorité absolue, on met une majorité relative. À vous une coalition, de trouver, c'est ça? Non, mais à vous de trouver des coalitions, à vous de trouver des compromis. Avec et c'est tout à fait ça. Non. Monsieur Hollande, monsieur... Non, c'est ça, c'est 2022, donc moi 2022. Force est de constater que ça ne va pas parce qu'au niveau national, on est encore dans cette grande idéologie où quand on est dans l'opposition, on ne vote pas les textes importants. Les textes importants, c'est quoi? C'est le budget. Et le budget, on a bien vu. Alors, on taxe aujourd'hui d'avoir utilisé le 49.3, mais comment voulez-vous faire passer un budget sans qu'il y ait tout au moins quelques élus qui puissent le budget? J'ai voté le budget du département alors que je n'étais pas dans la majorité. Parce que j'estime que quand on travaille pour l'intérêt général, on doit avoir cette vision d'intérêt général et non pas sa vision d'intérêt personnel. Benoît Doll, aujourd'hui, on élit un député. Le Rassemblement on n'élit pas aura une majorité absolue? Exactement la même chose. Oui, D'ailleurs, je pense que nous aurons une majorité absolue. En tout cas, je l'espère. Enfin, vous voyez, je me bats pour cela et nous nous battons tous pour cela. Voilà. Alors, aurons-nous une majorité absolue? Je le pense. Je le pense très, très sincèrement. Maintenant, il se peut que nous n'en ayons pas. La question, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'il y a comme majorité alternative à la nôtre si nous n'avons pas de majorité absolue? La majorité alternative à la nôtre, si nous n'avons pas la majorité absolue, c'est un gouvernement, c'est une majorité qui soutiendra un gouvernement dans lequel il y aura obligatoirement et des partisans de M. Mélenchon, et des partisans de M. Poutou, et des partisans de M. Hollande, et des partisans de M. Macron, et des partisans de M. Wauquiez. Ne faites pas de politique. Donc ça fait un bel éventail, évidemment totalement irréaliste. Il n'y a donc pas de majorité alternative à la nôtre si nous n'avons pas de majorité absolue. J'aimerais simplement... Et j'aimerais bien que monsieur... En 10 secondes, quelle serait votre priorité, vous, si vous deveniez député dimanche soir? Moi, ma priorité, ça sera de soutenir l'action de Jordan Bardella. Et j'aimerais demander à monsieur Fay... On va devoir passer à la carte blanche parce que le temps nous presse et vraiment c'est très important. Le débat se termine. Pardon, excusez-moi. Nous arrivons à la dernière partie. Non, c'est la carte blanche. Monsieur Fay. Je n'ai jamais vu au département. Monsieur Fay. C'est le moment de la carte blanche. Benoît Doll, s'il vous plaît. Benoît Doll, c'est à vous. Vous avez votre carte blanche. 45 secondes. C'est parti, pas une de plus. Écoutez, d'abord merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir permis de représenter, M. Fay et moi, notre circonscription ici, à Lille, ce soir. Si je suis élu député, mon seul combat, mon premier combat sera un combat pour la France et pour les Français. Je souhaite de tout mon cœur représenter cet arrondissement, cette circonscription à l'Assemblée nationale. Je le souhaite parce que je souhaite que cette circonscription, cet arrondissement, participe à la majorité nationale qui demain soutiendra Jordan Bardella et le gouvernement d'union nationale que j'appelle de mes vœux. C'est le sens de mon combat dans cette élection. J'ai encore 5 secondes. Et j'ai encore 5 secondes pour terminer. Voilà, merci à vous. Philippe Fay, même chose, vous avez 45 secondes pour votre carte blanche, c'est à vous. Merci. C'est avant tout un plaisir d'avoir participé à ce débat. On a bien vu qu'on opposait bien sûr deux visions et deux choix de société. Pour ma part, je tiens à poursuivre ce choix de société que j'ai fait il y a 2 ans. On m'appelle le député des Ducasses et des fêtes de village. Je tiens à garder cette appellation parce que c'est notre territoire, c'est notre terrain, c'est notre tradition et c'est notre patrimoine. Et ça, c'est important puisque depuis 2022, nous sommes mobilisés. Je dis bien nous sommes puisque j'ai aussi une suppléante et je veux aussi en parler parce qu'elle fait du bon boulot, c'est Ali Defosse. Nous sommes mobilisés au quotidien parce qu'on est convaincus que l'action doit émaner du territoire. Et cette action que l'on porte, bien sûr, à l'Assemblée. Donc on va rester dans cette dynamique, parce que ce travail qu'on a engagé avec les élus. Et c'est fini. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous dimanche pour les résultats.